Allez, c'est parti d'en parler. On va pas passer par quatre chemins. On va parler de cette expérience. Hi all! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu plus différente que des tutos de coiffure où on va parler un peu de beauté et tout ce qu'ils ont suivi. Là, on va parler un petit peu de ma vie personnelle et on va parler de ma vie après une télé-réalité. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est une opportunité de malade? Je vais essayer de répondre à plusieurs questions en fait qui reviennent souvent quand on me pose, quand on me rencontre et qu'on me demande mais comment t'as fait après? Enfin c'est vrai que c'est particulier quoi. C'est très particulier. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à mon Instagram qui s'appelle glamorgan.r, qui est juste là. Et puis je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube où va avoir beaucoup de contenu, coiffure, beauté, tous mes tricks and tips sur le métier et vous faire découvrir un peu ce que je sais faire capillairement parlant. Et tu peux regarder les vidéos précédentes où je t'apprends à passer une quarantaine capillairement bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une télé-réalité qui s'appelle Secret Story et j'ai participé à la saison 5. Donc c'était en 2011. Et c'était super cool, je me suis éclaté. Mes motivations pour cette émission, en fait, c'était vraiment l'expérience, l'argent aussi, enfin vraiment l'argent, et faire connaître mon sport qui était qui est toujours le cheerleading. En fait, je pratique toujours le cheerleading. Sauf qu'on avait un peu transformé mon secret parce que les Français ne comprennent pas le mot cheerleading, ils comprennent juste le mot. Ça m'arrache la gueule de le dire même. Pom pom girl. 2 jours avant, enfin le jour avant de rentrer dans la maison, on m'a dit c'est soit ça, soit tu rentres pas dans la maison si tu avec ce secret-là. J'ai dit bon ok allez, il y a 150 000 € à gagner, je signe, je m'en fous, tant pis. Bon voilà, j'ai vendu mon âme de cheerleader au diable, j'avoue. Alors, qu'est-ce qui se passe après une télé-réalité et comment tu peux avoir une vie normale après une télé-réalité? Donc, on va vraiment répondre à cette problématique-là. Donc, moi, quand je suis rentré dans Secret Story, en fait, je venais juste d'être diplômé de mon brevet professionnel de coiffure que j'avais passé en 2 ans à Toulouse au CFA Jasmin. Et je me suis dit, bon, c'est gros spring break, c'est ma grosse récompense après ces années de labeur, de dur labeur où j'ai eu mes diplômes. Donc je me suis dit, vas-y, go, Secret Story, c'est ta récompense, éclate-toi, amuse-toi, tu vas rigoler. Donc je suis sorti, vous m'avez éliminé le 5 août, 4e semaine. Bon, après, je suis resté 1 mois, donc je suis assez content. Vous m'avez éliminé le 5 août 2011. Et là, de là, je sors de la maison et du coup, j'ai ma famille au téléphone. Et j'ai ma maman au téléphone qui me raconte qu'il y a un journal qui est créé par un blogueur assez connu à l'époque, ou même maintenant, mais bon, depuis qu'il y a eu son scandale, il y a 1 an et demi, donc maintenant il n'est plus aussi connu que maintenant. Et ce blogueur-là avait créé des magazines People pendant la période de Secret Story, parce qu'évidemment les magazines People se vendaient énormément pendant la période de Secret Story, parce qu'on prenait tellement de place pendant l'été, et que c'était vraiment le feuilleton de l'été, quoi, le feuilleton réalité de l'été Secret Story, que dès qu'il y avait une histoire à raconter sur nous, ça vendait directement. Et en fait, ce mec-là a engagé des journalistes, des pigistes en fait, pour écrire des histoires, pour inventer carrément des histoires sur nous. Et je me souviens qu'il y avait un article de 2 pages sur ma vie. On m'a inventé que j'avais fait Secret Story parce que mon salon de coiffure était en faillite. Comment te dire, je venais juste d'être diplômé, donc en fait, il y avait pas de possibilité à ce que j'ai mon propre salon. Ensuite, de 2, on m'a dit que je sortais d'un asile, donc d'un hôpital psychiatrique. Je veux bien être fou, il y a pas de souci. Ok, je suis un peu foufou, je prends beaucoup de place, je parle fort, je suis excité, il y a pas de souci, je veux bien. Mais de là à me dire que je sors d'un hôpital psychiatrique, faut arrêter là. Et alors là, ça a été la meilleure. On m'a inventé que je sortais de cure de désintox pour une addiction à l'alcool et à la drogue. Alors, je veux bien être fêtard. Je veux bien avoir le lever de coude facile. Mais m'inventer que je sors d'une cure de désintox, alors là, je suis désolé, là c'est très grave.
Et même que ma sœur a été obligée de faire un démenti dans le journal local de Lourdes, parce que je viens de Lourdes à la base, et elle a été obligée de faire un démenti dans le journal local pour dire qu'en fait tout ça était entièrement faux. Vraiment faux. Et j'ai ma mère au téléphone, donc du coup, super contente de m'avoir au téléphone. Elle me dit, t'es trop bien passé à la télé, tout le monde t'adorait, on est super surpris que tu te fasses éliminer, blablabla. Elle me dit, mais tu vas faire quoi ce soir? Je me dis, folle ou quoi? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sors en boîte? Évidemment, ça fait un moment que j'ai pas fait la fête. Enfin, j'ai fait la fête dans la maison, mais bon, il y avait pas de boisson, il y avait pas de monde, il y avait pas la musique qui m'entraîne, parce que dans la maison, on avait toujours la même playlist. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus d'entendre Oops, I Did It Again ou ou I Want to Scream and Shout. Je n'en pouvais plus. Bref. Et elle me dit, franchement, je te déconseille d'aller en boîte. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me relate justement ce qui a été écrit dans les journaux. Et je suis là, mais attends, mais c'est quoi ces histoires? Mais tu sais que c'est pas vrai tout ça quand même, t'es ma mère enfin. Elle fait, oui, je sais très bien que c'est pas vrai, mais les gens ne savent pas qui tu es et ils savent pas si c'est vrai ou pas. Donc évite de prendre une bouteille, évite de boire de l'alcool ou évite de faire n'importe quoi ce soir. Est-ce que je l'ai écouté? Non, je ne l'ai pas écouté. Ce ne sont pas des journaux qui vont donner des directives à ma vie de maintenant. C'est hors de question. Je ne vais pas laisser ce pouvoir-là à des petits pigistes de merde qui, excusez-moi pour le langage, qui m'inventent des histoires. Hors de question. Donc je sors, monde pas possible, dans la boîte de nuit, faire des photos, signer des autographes, blablabla. Je me sentais Beyoncé, la Beyoncé Koulibaly, quoi. Et donc, du coup, je sors, je rentre chez moi, je rentre à Lourdes, là, je revois toute ma famille, puis s'ensuit le moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus de taf, je passe plus à la télé, puisque j'ai été éliminé. Ouais, enfin, c'est chaud, quoi. Entre-temps aussi, là, ça a été le pire, je pense aussi, et ça a été hyper triste. Mais en fait, 3 jours après que je sois sorti, François Xavier s'est suicidé. Et je peux vous dire que ça m'a... Et j'étais là, putain, j'espère pas avoir le même avenir que lui. Le pauvre, franchement, ça m'a fait mal au cœur pour lui, sa famille, c'était horrible. Aussi, on avait un soutien psychologique, mais ce soutien psychologique, c'était... bof quoi, bof, hein. C'est pas si bien, hein, genre. Et donc du coup je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai un super talent, ça s'appelle la coiffure, et c'est mon métier, et c'est ce que j'ai appris pendant des années, enfin pendant au moins 4 ans. Donc je me dis, je vais retourner au travail, de toute façon dans 6 mois, tout le monde m'aura oublié. Tu parles, personne ne m'avait oublié, c'est-à-dire que... je postule, donc du coup, l'émission s'est arrêtée en octobre. Et à partir de janvier, j'ai commencé un peu à postuler dans certains salons. Et il y avait une chaîne de salons qui me donnait énormément envie depuis des années. Et j'ai postulé chez eux parce qu'ils cherchaient des coiffeurs. Donc je tente ma chance dans ce salon. On est 3 personnes pour un seul poste. On passe tous en même temps dans des tests. On a au moins genre 3 entretiens. C'est-à-dire qu'il y avait un entretien où je devais faire une coupe homme plus une coupe femme imposée, un carré graphique, vraiment le truc qui est vraiment la signature de cette marque, c'est vraiment des coupes graphiques English British. Et après j'avais une coupe homme, j'aurais montré une coupe homme classique. Et s'ensuit plusieurs tests encore et encore, une journée, puis un soir. Et là on m'annonce que j'ai pas été pris. Et je discute entre-temps avec un coiffeur en fait qui est très réputé dans le métier et que j'adorais, qui avait le même âge que moi à l'époque, j'avais 21 ans. Et je discute avec lui, je lui dis que je suis super admiratif de son métier, machin et tout. Et puis il me sort, les coiffeurs peuvent être cruels entre des fois. Il me sort comme ça, mais tu sais, pourquoi t'as pas été pris dans ce salon-là? J'ai dit, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un de mieux que moi. Ouais, mais en même temps, il fallait pas faire Secret Story aussi, ça te grille dans le métier. Je dis, pardon? No. Ah oui, il y a aussi une très très grande chaîne de salons aussi pour laquelle je voulais travailler en tant que coiffeur studio parce que je voulais vraiment me lancer dans le studio à l'époque. Alors que j'avais pas forcément énormément d'expérience, je me suis dit mais bon, on s'en fout, on y va au culot. Et la personne qui s'occupe justement des coiffeurs studio de ce grand groupe
à la chargée de prod qui a essayé de me mettre en relation avec, elle a dit non mais moi en fait je ne veux pas de personnes de télé-réalité dans mon équipe. En fait, ouais, c'était un peu de la discrimination à l'embauche, carrément, ouais. C'est même pas par rapport à ma couleur de peau ou quoi que ce soit, c'était plus par rapport à mon parcours que j'avais fait à la télé, alors que bah dans les épisodes j'étais plutôt sympa, puis en plus je coiffais les gens, donc du coup on voyait un peu à peu près mon travail de l'époque, c'était assez rigolo, c'était assez sympa, c'était simple aussi, très volumineux. Et ouais, franchement, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais punaise, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, pour pouvoir travailler, en fait? C'est-à-dire que là, je me fais squeezer de 2 salons, enfin, de 2 marques, et je sais pas quoi faire, quoi. C'est horrible. Et là, je suis parti au Pôle emploi. Pour la première fois de ma vie, je suis parti au Pôle emploi. C'était vraiment pas par rapport au chômage, toucher le chômage et tout. Bon, il y avait un peu ça aussi. Mais ouais, parce que au final, on gagne pas des mille et des cents dans des téléréalités. Faut pas croire ça, surtout dans Secret Story. Enfin, c'était vraiment une des téléréalités les plus mal payées par rapport à la TNT, tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, surtout que ça a évolué maintenant, quoi. Et je faisais des bookings aussi, mais j'avais cramé énormément d'argent. Et donc, du coup, je retourne au Pôle emploi, enfin, je vais au Pôle emploi pour la première fois de ma life. Du coup, tout le monde qui me regarde avec les grands yeux, en mode, mais qu'est-ce que vous faites là? Je fais, ah bah, je cherche du travail. Donc, du coup, on m'inscrit au Pôle emploi. Je reçois des offres, ben, il y a des offres qui me plaisent pas forcément. Et là, on m'envoie une lettre en me disant, ben, ça faisait 2 semaines que j'étais au Pôle emploi. On me dit, ben, en fait, soit vous allez à cet entretien, soit vous êtes radis du Pôle emploi. Va à l'entretien, laisse une chance. Évidemment, à l'entretien, avec le blabla du RH, bah, je me fais avoir, c'est-à-dire je me fais avoir, genre je bois ses paroles, et il me fait travailler dans un salon, dans un centre commercial à Porte de Bagnolet. Ce centre commercial, il est pourri de chez pourri. Je peux pas me le voir, ce centre commercial. Je vais être honnête avec vous, hein. Je m'en fiche, hein. Mais ce centre commercial, je peux pas me le voir. Je prends mon courage à 2 mains, je me dis, allez Morgane, même si on te reconnaît, c'est pas grave. Prends ton courage à 2 mains, va bosser, ça va être cool. Et en plus, c'est ce que tu aimes, c'est vraiment la coiffure. Donc, vas-y, quoi. Donc, j'y vais. Première semaine, tous les clients me reconnaissent. Il y en a certains, ils sont ravis. D'autres, bah, ils font style de pas me reconnaître, alors que je les vois en train de plisser les yeux comme ça, en train de se dire, mais je l'ai déjà vu quelque part. Bah oui, imbécile, tu m'as vu dans ton salon pendant au moins 4 semaines. J'entends des remarques de clients comme, ah là là, faire Secret Story pour finir coiffeur à la Porte de Bagnolet. Mais en fait, c'est mon métier, coiffeur. Je m'invente pas des métiers de journaliste ou d'animateur télé, alors qu'il y a des gens qui font des études pour ça. Il y a des gens dont c'est vraiment leur vocation, leur métier d'être animateur télé. C'était pas mon métier à moi de base de faire du journalisme et de prétendre à être animateur télé ou modèle photo ou chanteur. J'allais pas sortir un single alors que je chante comme une casserole. Non. Ou modèle photo, bah ouais, je suis grand et je suis plutôt beau gosse, mais faut pas exagérer non plus, quoi. J'étais plutôt beau gosse. Ça a changé, non, j'ai 30 ans et j'ai la peau qui pend. Et là, un samedi, tout le monde m'appelle, enfin tous mes amis, ma mère, ma famille m'appellent, ils me disent Morgane, t'as regardé 50 Minutes Inside? J'étais là, absolument pas. Ils avaient fait un sujet sur un paparazzi de l'époque qui était le paparazzi qui vendait énormément de photos à des magazines, qui inventait des paparazzades aussi à l'époque avec des candidats de télé-réalité. Et en fait, durant ce reportage, ils ont envoyé, ce mec-là envoie un de ses informateurs dans le salon avec une caméra cachée pour venir me filmer à mon insu. Je vous raconte pas, quand j'ai vu le reportage, comment mon sang a fait un tour. 1000 tours même, 1000 tours. J'aspirais à avoir une vie normale, ou à balancer un peu les deux, c'est-à-dire à trouver un équilibre entre les deux, entre vie normale et vie un peu de people, parce que bah, je retournais encore en soirée, je faisais encore des bookings, donc du coup j'essayais de ramasser encore de l'argent, mais tout en ayant une vie normale. Et en fait, tu me coupes l'herbe sur le pied en envoyant ton informateur à la con, excusez-moi du langage encore une fois, dans mon salon. Non, mais en fait, là, il y a aucun respect de la vie privée, même de ma vie professionnelle à moi, parce que c'était vraiment
c'est mon enjeu professionnel, c'est ma vie, c'est-à-dire je joue pas genre comme dans Les Anges où ils s'inventent des projets professionnels. Non, moi c'est mon projet professionnel, c'est ma vie. J'ai des diplômes, j'ai étudié pour ça, donc ça demande un peu de respect, on va dire. Et en fait, toute cette histoire de paparazzi m'a un peu foutu dans le mal, dans le sens où je me suis dit, en fait, je pourrais jamais avoir une vie normale après ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, j'appelle mon RH, je lui dis que je veux démissionner, que je peux pas, c'est horrible. Et là, il décide de me changer de salon en me mettant à Paris. Donc là, j'étais un peu plus content. Puis je me retrouve à Paris, je travaille dans ce salon, et puis je me fais de plus en plus petit dans le monde de la télé-réalité et dans le monde des people. C'est-à-dire que j'évite les scandales, je me montre pas dans toutes les soirées, où j'allais dans des soirées, mais où j'étais sûr de pas trouver des journalistes, ou des gens qui allaient balancer des photos de moi en train de boire, ou en train de faire la fête, ou même en train d'embrasser un garçon. Vraiment, j'essayais vraiment de me cacher en fait. Et ce qui m'a aidé énormément là-dedans, c'est ma famille et mes amis. Donc la famille et les amis m'ont énormément aidé. Parce que c'est-à-dire que dès que je prenais un petit peu la grosse tête, ils me disaient redescends, t'es pas Beyoncé. Même dans les clashs, si je me faisais clasher sur Twitter, ils me disaient réponds pas. Parce que Twitter aussi, c'est vraiment... Alors, Twitter, c'est archi drôle. Je me tape des barres sur Twitter. Les gens ont un humour incroyable sur Twitter, mais Twitter peut être extrêmement vache avec toi. Si tu critiques une personne de télé-réalité de ta saison, par exemple, je sais pas, moi je critique Marie, ou je critique Ayem, ou Aurélie, ou Sabrina, ou tel, j'avais toute sa fan zone, tout le fan club qui débarquait et qui me traitait de tous les noms. C'était du harcèlement, c'était vraiment du harcèlement. Et ça, le harcèlement, c'était du cyberharcèlement, c'était mais horrible quoi. Horrible. Et moi qui ai un caractère assez nerveux, qui aime pas se laisser faire, je peux vous dire que des fois je me retenais, des fois je me retenais pas. C'est humain en fait. Et donc du coup, je remercierai jamais assez mes amis et ma famille pour m'avoir soutenu à ce point-là, mais c'est incroyable, vraiment, je peux pas être plus reconnaissant que ça, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que ils m'ont tout donné. Ils m'ont vraiment tout donné autant affectivement que même professionnellement parlant, pour me booster, pour me dire mais de rien lâcher. Et ça a payé parce que évidemment je me suis fait tout petit. Et puis après j'ai commencé à prendre un peu de galon dans la coiffure. Et puis après je suis parti à l'étranger et je suis revenu en France. Et il m'arrive tous les jours un peu que des gens me reconnaissent, c'est sûr. Et ça leur fait bizarre de me voir en train de prendre le métro, de prendre le tram. Mais oui, on peut avoir une vie normale après une télé-réalité. On n'est pas destiné à faire 50 000 programmes. On n'est pas destiné à sortir des singles pourris. On n'est pas destiné à se retrouver au chômage ou à faire des placements de produits. On peut avoir une belle carrière. C'est-à-dire qu'après ça, justement, j'ai repris mes études, j'ai passé mon BTS, je l'ai eu avec brio, j'ai travaillé sur des défilés, j'ai travaillé sur des émissions de télé, j'ai fait des trucs super mais qui sont hors télé. Et puis quand on me propose des projets télé, c'est des projets qui me plaisent à 100%. C'est-à-dire que soit on parle de sport, ou soit c'est pour une association caritative. Là en ce moment j'avoue que j'ai bien envie de faire la vie à des cœurs brisés parce que je suis complètement célibataire et que mon travail me prend un temps fou et que j'ai bien envie de régler cette problématique-là. Et que le tir aussi me prend un temps fou. Mais à part ça, je ne crève pas à la faim pour une télé-réalité ou pour refaire une télé-réalité. Les avantages de faire une télé-réalité peuvent vous apporter beaucoup d'exposition, c'est-à-dire que si ça vous fait gagner beaucoup de followers, ça peut, vous pouvez vraiment promouvoir votre art, vos talents si vous en avez, parce que beaucoup n'ont pas de talent, donc leur seul talent c'est de faire des placements de produits, de jouer les mannequins de la Redoute comme ça. Même la Redoute ne veut pas de ces gens-là. Leur placement de produits, c'est ce qui leur fait gagner leur vie, parce que certains n'ont jamais fait d'études, certains ils sont... Oui, ça arrive. Il y a des gens, ils ont jamais fait d'études, ils veulent pas retourner dans des boulots classiques. Moi, c'est ce que je voulais. Après, si on me propose une télé-réalité qui m'intéresse, oui, je le ferai, je dirais pas non. Mais après, c'est sûr que je retournerai à ma vie normale, professionnelle, et je me battrai pour encore avoir cette vie normale, professionnelle, et continuer à vivre de mon art et de promouvoir justement mon métier de coiffeur. Et puis après, ça peut vous apporter de l'argent, énormément d'argent. Ça, c'est incroyable, surtout maintenant.
Oui, ça peut vous apporter énormément d'argent, surtout en ce moment grâce au placement de produits que je vous parlais, dont je vous parlais en jouant les mannequins de la Redoute, quoi. Et les placements de produits, nous à l'époque on avait des bookings, moi je gagnais énormément d'argent avec les bookings, et je regrette d'avoir cramé mon argent comme ça, franchement c'est... 21 ans, on est bête et immature, donc du coup on crame beaucoup d'argent. Hein. Mais maintenant, si c'était à refaire et que je gagnais cette somme-là, ben j'en servirais justement pour mon projet professionnel, quoi. Et tout, en fait. Ça peut pas vous apporter de l'amour, la télé-réalité. Ça peut pas vous apporter énormément d'amour parce que c'est les personnes qui vous suivent, les personnes qui vous regardent, en fait, ne sont pas vos amis. Vous les voyez pas directement, c'est du virtuel. Et cet amour-là, on ne peut pas le remplacer par de l'amour humain qu'on peut avoir face à soi. Et c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour Twitter, c'est pareil pour tous les réseaux sociaux. On peut pas remplacer ça en fait, le virtuel et enfin l'amour réel et l'amour virtuel. Et moi, je préfère avoir des gens qui me suivent, que je connais et avec qui je peux interagir, que des 50 millions de personnes qui me suivent, dont j'en ai strictement rien à faire. Très honnêtement. Vous pensez vraiment que les youtubeurs et les instagrammeurs, quand ils vous disent dans leur caption, dites-moi ce que vous faites en ce moment, ça m'intéresse énormément. Ils en ont rien à battre, c'est juste pour que vous mettez un commentaire ou un like. Ils en ont strictement rien à faire de vos lives. Je préfère vous le dire tout de suite. Eux, ils veulent juste des likes, plus de followers pour refaire encore un autre programme à la suite. Basta. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais ouais, on peut vraiment avoir une vie normale après une télé-réalité. Voilà, ça c'est sûr et certain. N'ayez pas honte si vous avez fait une télé-réalité d'aller pointer au Pôle emploi. N'ayez pas honte de passer des entretiens d'embauche pour des jobs. N'ayez pas honte d'avoir un talent et de vouloir le développer. N'ayez pas honte de vouloir faire votre propre business. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes et d'avoir l'histoire que vous avez. Moi, je n'ai absolument pas honte d'avoir fait Secret Story. C'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues de toute ma vie. Même si je suis énormément d'accord avec la vidéo de Morgane Anselme qui racontait les travers de Secret Story. Moi, je pense plus au positif de ce que m'a apporté Secret Story, de l'expérience, que le négatif que j'ai pu avoir aussi avec que ce soit la production, que ce soit après avec justement, comme je vous disais, des gens qui vous harcèlent, qui vous insultent, qui vous agressent dans la rue. Très honnêtement, ça peut arriver qu'ils vous agressent dans la rue. Mais oui, on peut avoir une vie normale, prendre le métro, prendre le tram, aller travailler à partir de 9 h, faire ses clients, téléphoner à ses clients, rencontrer ses clients. Et ensuite, rentrer chez soi et avoir une vie normale. C'est absolument possible, mais c'est qu'un choix. Et si vous voulez avoir ce genre de vie, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que vous avez fait un choix et que ce choix va vous rendre heureux. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ouais, mais de toute façon, toi t'as fait juste une saison, on t'a pas voulu dans Les Anges, on t'a pas voulu dans telle ou telle émission, t'es rien, t'es personne. » Sachez que dans mon salon, moi je suis quelqu'un, ou sachez que dans la vie de mes amis, je suis quelqu'un, ou que dans la vie de mon club de cheerleading, je suis quelqu'un. Mais si dans ta vie je suis personne, ben très honnêtement, j'en ai rien à cirer. Strictement rien à cirer, car j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram professionnel qui s'appelle Glamorgan. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne YouTube où on va parler de coiffure et je vais vous donner plein de super bons conseils pour faire vos cheveux. Vous pouvez même voir certains tutos que j'ai fait sur Instagram dans la semaine spéciale Kardashian où j'ai refait 3 looks de la famille Kardashian que tu peux reproduire aussi à la maison. Il y a aussi en commentaire, en caption, tous les outils dont tu as besoin, où tu peux te les procurer, et puis à bas prix, parce que je vais pas vous mettre aussi des outils de malades qui coûtent super cher, à 500 balles, comme ça. Non, c'est des trucs à 19, 20, 30, 40, 50 euros. Au pire, des GHD à 150 balles, mais les GHD, ça tient énormément bien. Bref, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.